Sorel méritait d'avoir un poste de radio, parce que c'est une grande ville qui s'est bien développée. Et les frères Simard, ils ont travaillé très fort pour développer la ville. Les 3 frères Simard, même les 4 frères Simard, il ne faut pas oublier le père de Mlle Colette Simard, qui était un homme que j'aimais beaucoup, un grand comptable. Et puis, j'ai dit, il faut que Sorel ait un poste de radio. J'ai vu M. Gendron, j'en ai parlé à M. Édouard, et puis après ça, j'en ai parlé à son secrétaire, M. Olivier, et puis nous avons continué à travailler. Pendant la guerre, pour accorder un permis, et que le gouvernement accorde un permis comme ça, il fallait qu'il y ait une bonne raison. La raison, c'était pour amuser un peu les travailleurs, afin qu'ils puissent rester là pour travailler, pour fabriquer des canons, puis des bateaux, puis différentes choses. Le poste de radio CJSO aidait beaucoup à faire de la propagande. D'autant plus qu'il y avait le nom, on a choisi le nom CJSO, on essayait de trouver le nom de M. Simard là-dedans, puis le nom de Sorel. Il fallait avoir absolument la lettre, 4 lettres, on avait le droit seulement 4 lettres pour partir. Les autres lettres, on pouvait faire ce qu'on voulait, pourvu que ça ne dise rien. On ne leur disait pas que ça disait quelque chose. On parlait CJSO, CJ, Sorel, Richelieu, M. Joe Simard, puis ensuite de ça, le nom de Mme Édouard là-dedans, c'est une de ses lettres, et le nom de la femme de M. l'épouse de M. Joseph aussi, puis l'épouse de M. Édouard. On a mélangé un peu les notes. Les démarches, les premières, ont été vers 1943. Et puis, ça s'est échelonné, là, ces démarches-là. Disons, pendant 2 ans, jusqu'à la fondation du poste en 1945. Nous avons eu un monsieur Henri Gendron, qui était ingénieur, qui nous avait été prêté aux usines de Sorel par la compagnie General Electric. Et puis, c'est lui qui nous a aidés dans le choix de l'équipement qui a servi à l'établissement de CJSO. Et puis, il y a eu aussi Arthur Prévost, qui était un journaliste à la Pige à Sorel à ce moment-là, et qui a fait signer une pétition dans la population là, pour faire la demande d'un poste de radio. Alors, mon père, comme il était ingénieur, a été celui qui en a fait les plans et l'installation avec son assistant Joseph Cardin. Alors, ils ont travaillé des mois et des mois. Et mon père a été le premier président du poste CJSO. Entre 40 et 50, là, c'est le point, d'après moi, là, c'est le point où la radio a été une chose sacrée pour le peuple. Lorsque nous allions faire des émissions à l'extérieur, par exemple, on mettait les micros sur le trottoir avant de désembarquer dans la voiture taxi. Très souvent, je pariais quelquefois avec l'animateur. Moi, je te garantis, celui-là s'approche du micro. Là, presque à tout coup, il s'approchait. Il regardait le micro, là, comme s'il était au 7e ciel. Puis la plupart des jeunes, là, c'était immanquable. Allô, papa, allô, maman. Même le micro n'était pas branché. Ben, ça, c'était... Puis partout où on allait, comme par exemple les radiodiffusions de hockey, là, de parties de hockey, là, dès qu'un type de la région nous voyait, là, par exemple à Québec ou à Saint-Hyacinthe, là, il était transporté dans nous voir. Là. Peux-tu vous donner un petit coup de main? Il y a quelque chose. C'était tellement exclusif comme métier. Comme je disais au début, il n'y en avait pas tellement de postes de radio. Alors, c'était un peu privilégié chez nous d'avoir notre poste de radio. Alors, oui, on faisait partie un peu d'une catégorie un peu spéciale. À ce moment-là, au début de CJSO, nous avions plusieurs programmes live, comme on dit, je ne sais pas comment ça va dire ça en français, en direct du studio. Nous en avions, je me rappelle qu'une semaine, j'ai fait 14 programmes d'un quart d'heure, live. Il y avait beaucoup de talent aussi. Hein. C'était assez facile, puis d'autant plus, c'est que les gens aimaient la participation également. On avait une bonne cote d'écoute parce que c'était local, les gens écoutaient parce qu'ils savaient que c'était des gens de Sorel qui faisaient de quoi. Et on recevait beaucoup de lettres, on recevait beaucoup de téléphones, mais aussi, si on se promenait le long de la rue Roy ou n'importe quelle rue dans Sorel, l'été, à 7h15, 7h30, on pouvait quasiment suivre l'émission
parce que d'une maison à l'autre, on entendait la radio branchée à CJSO qui donnait... on pouvait suivre l'émission quasiment en se promenant sur le trottoir, comme ça. Imagine-toi, les gens demandaient des photos à la plupart des annonceurs, je crois. En tout cas, pour ma part, j'en ai fait peut-être 400. C'était des cartes postales faites par M. Desjardins à l'époque. Et puis, qu'on envoyait à tour de bras. Je ne sais pas si... c'était une vogue qui doit se poursuivre quand même aujourd'hui. Mes vedettes. CJSO, c'était une entreprise que nous avions établie pour former, vous savez, établir des liens entre tous les éléments de la population, pour les travailleurs, et puis les usines, et puis les professionnels, l'éducation, enfin, tout, pour essayer de donner à la région de Sorel un instrument qui allait les rapprocher, vous savez, puis établir des contacts là, qui sont non seulement utiles, mais nécessaires pour aider une population à bien se développer. CJSO reflétait vraiment la vie de Sorel. Tout le monde était bienvenu et on s'organisait pour qu'ils y soient bienvenus. Et on les interviewait de mille et une façons. Il y avait des interviews musicales, il y avait... C'était avec Jean Riendeau. Ça avait eu un succès énorme. Dans ce temps-là, c'était la vieille machine. Ça pesait comme l'enfer. Riendeau était un petit homme, mais il a travaillé fort avec ça. Puis il a fait un succès de ses entrevues avec les gens. On bavardait avec les gens comme ça. À l'époque, vous savez, les citoyens étaient réticents de se faire interviewer. C'était pas évident, on avait peur un peu, les gens étaient gênés. Évidemment, lorsqu'on rôdait dans le bout ici, là, à l'époque, il y avait beaucoup de tavernes, il y avait beaucoup de bars, il y avait beaucoup d'hôtels. Là, on risquait de rencontrer des gars qui avaient un coup dans l'aile, là. Là, eux autres, ils étaient un peu plus bavards. Mais en général, on allait un peu partout dans la ville. Et à la fin de l'entrevue, il y avait 4 entrevues, je pense, dans l'émission, c'est ça. Et à la fin, on leur demandait s'ils avaient un choix musical. Je pense que ma plus grande satisfaction dans toute ma vie professionnelle, c'est là que je l'ai trouvée, c'est de construire de toutes pièces quelque chose. Ce que j'ai jamais retrouvé ailleurs dans mes autres activités. Là, on part de rien, puis on crée. D'autant plus qu'on n'est pas un simple rouage dans une grosse machine, on est tous les rouages, à la fois selon ce que je viens de vous expliquer. Tu opères, tu écris, tu lis, tu choisis la trame musicale, tu réalises, tu agences, tu minutes, et puis tu reprends, et puis tu fais le montage, et puis tout ça. Mais on a vraiment l'impression de créer quelque chose. C'est exaltant. Le succès de CJSO à l'époque, c'est l'esprit d'équipe qu'il y avait là. C'est la fraternité qui existait, y compris les mauvais coups que tout le monde pouvait se jouer, qui faisait une grande famille et qui créait une habitude d'écoute. Et CJSO Sorel, comme station AM, a fait sa marque partout en province. Hein. Et par, justement, le contenu, il y avait beaucoup de rigueur sur ce qu'on appelle le langage et tout ça, mais par contre, il y avait beaucoup de latitude sur l'esprit de créativité, voilà qui était merveilleux. C'est ça, nous étions animés d'une flamme. Personne ne travaillait, tout le monde s'amusait en travaillant. Chacun avait... nous étions quasiment comme des missionnaires, travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. J'ai déjà vu recommencer des enregistrements d'une demi-heure, 4 fois de suite. Hein? Là, il n'était pas question. Après ça, le souci de perfection. Tu sais, je me souviens de l'époque où il fallait savoir parler français, il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait savoir écrire, il fallait pouvoir traduire, parce qu'il y avait des postes qui n'avaient pas le service de nouvelles en français. Il fallait traduire les nouvelles, etc., etc. Toutes des choses qui n'existent plus, finies.
parle d'autre chose. C'était plaisant. Quand tu travaillais 6 heures dans un poste de radio, tu travaillais 12 heures dans le fond, parce que tu faisais tellement de choses. Hey, pas déjà fini? Ben oui, maudit, on se revoit demain. C'est le contact, je pense, avec les gens. La chaleur que j'ai ressentie là-bas. Et puis, disons que j'avais eu l'occasion aussi de fonder une troupe théâtrale qui s'appelait l'Équipe Richelieu, qui nous a rapprochés davantage avec la population aussi. On allait sur les planches avec mes amis de l'époque et confrères de travail aussi, dont Claude Rochon, Jean Yale. Il y avait Suzanne Baudet, dont je me souviens. Il y en a d'autres, là, malheureusement, dont le nom m'échappe, mais les figures, je les vois très bien. C'est sûr qu'avec un petit groupe comme tel, on était tous amis. On se rencontrait souvent à l'extérieur. Il y avait beaucoup de solidarité. On s'aimait bien quand même. La radio, c'était vraiment le centre, le cœur, l'âme, si vous voulez, de tout ce qu'il y avait d'artistique dans la région. C'était quelque chose. Vous parliez là, devant un microphone, bon, ben, vous saviez à un moment donné qu'il y avait des gens qui écoutaient, vous aviez des choses à dire. On ne se limitait pas à cette époque-là, si je parle trop, vous me le direz, on ne se limitait pas à cette époque-là à dire, bon, ben, il est 10h20, on a 22 degrés à l'extérieur, voici une telle... On y allait de commentaires personnels, d'appréciations personnelles. Quand on présentait une chanson, bon, on avait des détails sur l'interprète, enfin sur le compositeur. C'était une radio complètement différente. Mais il y avait ce côté magique qui n'existe plus maintenant. On s'intéressait beaucoup à tout ce qui était local, fût-ce dans le sport, fût-ce dans les actualités. Il y avait la chronique de Marine Industrie le soir. C'était presque seulement de la nouvelle locale, commanditée par les hommes d'affaires de la localité, de la région. Et on a un petit peu perdu ça par la suite à cause de la compétition. Bien entendu, c'est facile aujourd'hui pour les gens de se brancher sur les stations de Montréal. Et avec la télévision, ça a changé tout le contexte. Mais dans le temps, c'était quelque chose de très, très local. Je pense qu'on a fait un travail intéressant. Dans le domaine des nouvelles, c'était un nouveau. Il n'y avait pas de nouvelles à CJSO. J'ai parti l'école de Sorel, qui était un peu l'ancêtre, le père de l'école de la marine, de Marine Industrie. J'ai grandi aussi tout jeune, aussi loin que je me souvienne, avec l'Écho de la marine. C'est ce bulletin de nouvelles que j'ai longtemps fait, à 6h30 le soir, qui débutait avec la sirène, une sirène de bateau. Et je me souviendrai toujours que lorsque je suis rentré à CJSO, à mes débuts, comme étudiant, pour des emplois d'été, ce bulletin, Sorel, qu'on appelait l'Écho de la marine, existait toujours. Et là, j'avais maintenant les pieds dans la station. Je faisais partie un peu de la famille au début. Et j'étais très impressionné que là, cette fois, je fasse partie de l'équipe et de la station qui présente ce fameux bulletin. GSO était une station extrêmement importante au Québec à l'époque. Alors, vous allez comprendre que, étant annonceur là, étant animateur là, étant opérateur là, étant réalisateur, parce qu'on faisait tout ça, pour ne pas dire journaliste et recherchiste, eh bien, c'était pour nous autres une fierté extraordinaire de pouvoir faire partie de cette famille-là. C'est curieux parce que les gens nous regardaient comme faisant partie d'un monde à part, mais étaient quand même portés à nous parler. C'est sûr que l'annonceur de radio ou la speakerine ou le speaker, comme on disait aussi à l'époque, quand on allait manger au restaurant, bien, le monde me regardait. Mais dans une ville comme Sorel, ça a toujours, j'ai trouvé en tout cas moi, que c'était une ville conviviale, où les gens se parlaient très facilement. On avait toujours le petit restaurant qui existait à ce moment-là, juste au bas du poste. Je ne me rappelle plus du nom du restaurant en question. Les gens étaient habitués à nous voir là. Et quand ils nous voyaient sortir en ville, disons qu'on imposait un certain respect, mais les gens ne nous craignaient pas pour autant et ne nous plaçaient pas nécessairement sur un piédestal. Ils savaient qu'on demeurait accessible, mais on sentait qu'ils nous respectaient. C'était comme un mythe, c'était, disons, bien vu, c'était, enfin, c'était comme dans d'autres villes, même à Montréal, c'est comme ça. Il y a toujours à la porte des gens pour voir tel artiste, tout ça, c'était pas si fort, remarquez. Mais oui, exactement, c'était comme un peu mystérieux.
à chaque semaine, à mon émission, on saluait une campagne environnante, soit Saint-Robert, Contrecœur, Verchères, Varennes. Même de Montréal, les gens m'entendaient, m'écoutaient, puis on recevait des lettres à CJSO. J'avais lancé un concours dans le temps des fêtes pour un tirage assez important et j'ai reçu 45 000 lettres. Et assez que le directeur du poste me dit, « Madame Lemay, si vous ne venez pas, je cherche chez vos cartes postales, on va les mettre au rebut. » Il n'y avait pas beaucoup de stations de radio qu'on pouvait capter dans la région ici. À Montréal, on avait CHLP, CKVL qui débutait, CKAC, Radio-Canada en langue française. CJMS n'existait pas. La première station en s'en venant vers l'Est, c'était CJSO. Il y avait CHF à Granby qui existait. Et tout de suite, on passait à CHLN à Trois-Rivières. Et de là à Québec, à CHRC et CKCV. Alors, c'était comment je dirais, le potentiel d'écoute du Québec, c'était ça. Le vendredi soir, en 9h, directement du Théâtre Sorel, on commençait à répéter vers 6h au studio. Et puis à 9h moins quart, on s'en allait en courant au théâtre pour l'émission qui durait à 1 heure. Hein. C'était M. Rochon qui annonçait ça. J'ai fait mes débuts à l'âge de 10 ans. Je chantais, moi, dans mon quartier. Là, tout le monde me faisait chanter, puis j'aimais beaucoup chanter. Puis Claude Rochon avait entendu parler de moi. Il m'avait appelé pour me demander si je voulais participer à la Revue des talents. Puis ça ne me tentait pas tellement, là, parce que j'avais peur un petit peu. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Finalement, j'étais allée à l'âge de 10 ans. Et puis, 2 ans après, à l'âge de 12 ans, j'ai reparticipé au concours. Et puis, là, je me suis rendue en finale. J'ai gagné le 2e prix. Puis ça a commencé comme ça, là, à CJSO. Il aurait été impensable, à l'époque, de ne pas trouver au cœur d'une station de radio un grand studio avec un beau piano à queue en plein milieu. C'était incontournable. Et le piano, et le principe, il fallait absolument le piano à queue. Je me souviens que, pour illustrer le changement de mentalité, je me souviens que l'une des premières transactions qu'a faites Franklin Delaney quand il a acquis Radio Richelieu au début des années 70, ça a été de vendre le beau piano à queue de CJSO à l'Auberge de la Rive. On n'aurait jamais cru ça possible il y a 30 ans. C'était le cœur de la station. Les artistes défilaient. Il y avait le garage Frappier avec Mendoza Auger. Ainsi de suite. Papa était là pour l'ouverture. Mais c'était pas comme animateur. Oui, c'était animateur, mais c'était pas animateur. C'était animateur il y avait des émissions spéciales dans ce temps-là. Des émissions où on chantait beaucoup. C'était ça vraiment, lui, son travail. Avec son ami Georges Codling, d'ailleurs, bon, ils ont fait des émissions, je me souviens. Il m'avait parlé d'une émission qui était commanditée par une compagnie d'assurance. Il y avait des vedettes qui venaient également. Hey, Sorel, c'était quelque chose dans ce temps-là. Je te parle de l'ouverture du poste CJSO, c'était quelque chose. J'ai des photos chez moi. De l'ouverture du poste CJSO avec, entre autres, Paul Berval et compagnie. Il y avait plusieurs artistes qui étaient venus pour assister à ça. Mais papa, lui, c'était surtout ça. C'était surtout des émissions chantées. Quand ça ne serait que l'époque du Café de la Bonne Humeur au Club de presse, le plaisir qu'on a eu là chaque matin avec 50 ou 60 dames qui étaient là, avec François Parenteau au piano, avec Janine Lemay comme première animatrice, Marie Sfagnan, Alain Champoux. On a eu un plaisir fou. C'était du direct, là. Une émission qui se voulait drôle avec un public.
régional, 5 jours par semaine. Il y a des matins que Michel Champagne et moi, puis ceux qui nous entouraient, on se creusait vraiment la tête en se disant qu'est-ce qu'on peut bien aller raconter ce matin. Parce que la télévision, tu as l'image, tu as les gestes. Pour le public, ceux qui étaient avec nous, OK, ça va, mais ceux qui écoutaient à la maison, là, petit appareil, là, uniquement à la radio, une émission d'1h30, ça, il fallait le faire. Ça, je pense que c'est un défi. Je me demande si on serait capable de refaire ça aujourd'hui, mais comme je le disais tantôt, là, il s'agirait de relever des défis. Mais sur une base de 5 jours par semaine, je ne sais pas si on aurait encore l'énergie pour faire ça, ou si les gens, il faut être bien franc, auraient la patience de nous écouter. Puis, à l'époque, j'ai l'impression qu'on nous écoutait tout de même. Oui, c'était une grande famille. Quand un se mariait, tout le monde y allait. Puis quand ça arrivait souvent, là, les fêtes, là, on faisait des fêtes le samedi, là, on se réunissait, là, 7, 8, 10 au même local, là, on allait chez. Comme Macuillard, je me rappelle, entre autres, il avait fait il faisait des parties chez lui, à l'extérieur, des lanternes japonaises partout. Des choses qu'on se rappelle même après 40 ans. Tandis que même quand on recevait de l'équipement, là, les types m'attendaient, là. Je me rappelle, entre autres, Joseph Pélequin assis sur la caisse. Il avait assez hâte que j'arrive. On a déballé la console à 54-20. On a fini à 2 heures. Personne n'a pas mangé. Puis tout le monde avait l'eau à la bouche, puis lui touchait, puis il contemplait ça. Là. Puis quand c'est arrivé le temps de la montée, ils sont allés chercher une couverte, ils l'ont tout enveloppé, ils ont monté au 3e. Ça, on ne voit plus ça aujourd'hui. Les meilleurs souvenirs qu'il me reste, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Il y avait vraiment une bonne équipe. Il y avait un esprit de camaraderie que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Peut-être parce que, oui, c'est certainement la raison, peut-être du fait que j'ai travaillé après ça dans des grosses boîtes. Tu sais. Alors, ayant travaillé dans des grosses boîtes, je ne retrouvais plus cet esprit de camaraderie. Ici, nous étions une petite famille. À cette époque-là, CJSO, tout le clan se tenait plutôt à Sorel. Et c'était un événement pour nous autres que de se rendre à Sorel avec Gilles Tessier. Mais combien de fois on est revenu sur le bateau, puis je peux vous dire qu'il n'aurait pas fallu être capitaine du bateau, parce que quand on allait à Sorel, c'était la tournée des Grands-Ducs. Je peux vous dire qu'on s'en souvenait longtemps, hein? C'était des joyeux lurons, mais c'était l'époque. Puis, je sais pas, on était peut-être fait plus fort que vous autres. On avait le coude solide. C'était très familial et c'était partout comme ça. On avait une émission extérieure à faire, même si Claude Rochon, par exemple, ou Lorenzo Brouillard ou Joseph Péloquin n'en faisaient pas partie. Ils venaient t'aider, ils venaient te voir dans le parc en face. Place au Carré Royal, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, quelque chose du genre où on avait accueilli, entre autres, Willy Lamotte. Bon, mais c'est moi qui étais l'animateur du show en question, mais Roger Gosselin était venu donner un coup de main, puis viens, Roger. Puis... Il n'avait pas, à l'époque, de course au vélétariat. C'était comme dans une famille. Il y en a toujours qui ressortent un peu plus que d'autres, mais ça n'empêche pas les autres de les aider et de venir parfois les applaudir. C'était agréable de voir ça. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Moi, une chose que je me souviens, c'était dans le temps de Noël puis le jour de l'an, les commanditaires offraient leurs vœux par la poste de radio. Puis, ils nous faisaient chanter des chansons. On chantait une chanson, puis on disait, bien, ça, c'est commandité par le garage Frappier, supposons. Puis après ça, un autre arrivait, chantait une autre personne. Puis, il y avait un grand piano à queue, là, puis il y avait des verres de vin. Puis chacun célébrait la nouvelle année. Puis naturellement qu'à la fin de la journée, tout le monde il chantait plus longtemps qu'il était supposé de chanter. Puis moi, j'avais chanté une chanson, c'était commandité par un restaurant, je ne me souviens plus lequel. Là. Puis la chanson, c'était « Si tu m'aimes ». Fait que quand j'ai eu fini, ben, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, si tu m'aimes, puis c'était mes patates frites. La ville, avant tout, était une ville de sport. Alors, je pense que tout le monde, il y avait des ligues qui se formaient dans les usines. Il y avait plusieurs usines. Il y avait des ligues de hockey, il y avait des ligues de balle, il y avait des ligues de tout ce que tu veux. En plus de suivre, l'équipe junior. Tous ces gars-là, ce qu'ils aimaient le lendemain matin, lorsqu'ils avaient joué une partie de hockey, ou une partie de balle molle, ou une partie de baseball, c'était d'entendre parler d'eux le lendemain matin à la radio.
Et là, ben, il se faisait un plaisir de nous apporter tous les résultats sportifs. On avait une belle petite boîte aux lettres, là, juste à la porte de CJSO. Et là, bon, un but, monsieur un tel a compté 3 buts, un autre a été compté par, bon, l'équipe Fer et Titane a défait celle de Marine. Bon, c'était ça, oui. C'était ça qui retenait un petit peu, parce que c'est encore aussi difficile aujourd'hui. C'est ce qui retenait les gens à CJSO. Cette profondeur de la nouvelle locale. Il y avait des heures sacrées à CJSO. Tout le monde écoutait CJSO. Je me souviens, mon père, la radio était sur le réfrigérateur. Il ne fallait surtout pas manquer certaines choses le midi et le soir à CJSO. C'était sacré. Alors, c'est comme ça qu'on amenait les gens à parler d'eux. Puis le sport, ben, tu le sais, le sport, ça a toujours constitué ici, dans la région, quelque chose de très important. Moi, j'ai dit, je suivais la fin de la saison dans ce temps-là. Les Yankees et les Red Sox étaient nez à nez. La dernière jour de la saison avait lieu le dimanche, puis ça décidait du championnat de la Ligue américaine pour savoir qui était pour aller faire face aux Giants dans ce temps-là. Dans l'après-midi, j'étais au poste CJSO pour mon programme de midi. Dans l'après-midi, j'écoutais les résultats qui entraient de New York. Puis quand on a vu, il était un bout de temps, les Yankees menaient, mais ils n'arrachaient un petit peu. Puis que c'était avec Joe et son chum qu'on devait descendre à New York. Finalement, quand on a eu le résultat à 4 heures, c'était final, les Yankees gagnaient, puis on s'en allait à New York, essayer d'enregistrer ça sur machine. On est arrivé à New York à 11h30. Puis la game de baseball commençait à 1h. Puis, rendu au Yankee Stadium, je voulais voir Patterson, qui est en charge, justement, des broadcasters et tout ça. Puis M. Patterson n'était pas pour être là avant 3 heures l'après-midi. 3 heures, puis la partie commençait à 1h30. Fait qu'on était pris. Finalement, quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas entrer les machines, j'ai dit à Joe, prends une machine, va porter ça dans ton char. J'ai pris un pad de blanc, là. J'entrais à chaque jeu. Chaque lancer, haut, bas, puis bon. Après ça, je dis, j'ai la feuille dans ma poche. On continue le frappeur suivant. On avait un pad même dans ma poche. Le soir, il fallait faire la game. C'est ça que je disais à M. Boulian, je disais, je vais la recomposer. Oh! Comment tu vas faire ça? J'ai dit, j'ai tous les jeux un par un. Je m'en vais me faire un setup. Crayon pour les coups frappés. Puis on va avoir des disques qui vont rouler en conséquence. Avec Wilfred Mondeau, on a organisé ça. Boulian, j'aime pas bien ça. Je dis pas que j'aime ça non plus, mais c'est le seul moyen de s'en sauver. On a commencé ça. Là, je l'envoie tout de suite. Les papiers, puis tout. Jeu par jeu, balle lancée. Il ne fallait pas que j'oublie que j'étais assis au Yankee Stadium le dimanche après-midi à New York, puis il faisait noir cette là. Quand c'était, avant que ça finisse, Wilfred me faisait signe d'accélérer. Non. Je savais le temps que ça avait pris pour la game. Boulian, à la 3e manche, il est venu. C'est encourageant, ça. On a tout refait, cette game-là, puis on les a tout eu bien comme ça. C'est un méchant souvenir, ça. Ça, j'en ai vu, mais j'ai jamais vu personne faire ça. Puis c'était le petit poste de Sorel. Je pense que les voyages que j'ai faits avec Georges Vandal et M. Joseph Cardin à la direction technique, et à ce moment-là, nos épouses, Georges Vandal et moi-même, nous suivaient et on allait faire des radiodiffusions de matchs de hockey de la Ligue junior majeure du Québec, à Chicoutimi, à Hull, à Sherbrooke, un peu partout, en voiture, à Québec, en plein hiver, dans les tempêtes. Mais on avait un plaisir fou
C'était en direct, on sentait, même si on était à l'autre bout du Québec, que les gens de Sorel-Tracy, de la région, écoutaient. Les éperviers étaient adorés à ce moment-là. Même si je me souviens d'une année particulière où, en quelques 30 matchs radiodiffusés à l'extérieur, je ne suis pas certain que les éperviers en avaient gagné 5, là, ils perdaient tout le temps. Mais enfin, on sentait, il y avait un plaisir évident à faire ça. Et en termes d'expérience radiophonique, pour apprendre à parler, à bien s'exprimer, à trouver des mots, à liber en quelque sorte, il n'y a pas plus belle expérience que ça. Le sport, c'était bien couvert parce qu'on avait des équipes, entre autres au hockey, l'équipe des Royaux de Sorel, et qui ensuite est devenue l'équipe des Éperviers de Sorel, avec plusieurs personnes bien connues, dont Maître Lemoine. Alors, on avait réussi à faire une équipe très compétitive. Alors, il y avait beaucoup de spectateurs. C'était très suivi lors des Jeux de l'extérieur. C'était à CJSO. Il y avait aussi le club des Titans à la Crosse. Et il y avait le club de baseball, les Athlétiques de Sorel, dont j'étais directeur gérant. Alors, tout ça, ça faisait beaucoup d'activités à CJSO. Et CJSO était très fort en sport. C'est que CJSO a été justement dans le domaine de la radio AM, puis dans le domaine, quand on regarde les animateurs, de maintenant, CJSO a une part très importante parce qu'on n'a que nommé la panoplie de gens qui sont devenus des gens très connus dans le domaine des communications, qui sont passés par là. Et je pense que ça a été une grande école, CJSO. Il y avait quand même beaucoup de rigueur. J'ai appris vraiment ce que c'était que la cuisine de la vraie radio, la radio qui était très près des gens. J'ai appris, par exemple, à bien parler français. Ce qu'aujourd'hui on peut déplorer, c'est qu'on entend malheureusement beaucoup d'anglicismes, beaucoup de fautes de français de gens qui se disent, et dans la région métropolitaine, et dans les grandes régions aussi, qui se disent professionnels de la communication et qui ne savent même pas et qui ne connaissent même pas l'abécédaire du vocabulaire. Ils ont un vocabulaire extrêmement restreint. Ils commettent des fautes de français épouvantables. Il n'y a personne pour les reprendre aujourd'hui. Ça a l'air que ça n'a plus d'importance. Un gars comme Claude Rochon, qui était un... Et Joseph Péloquin avait également le même souci. C'était deux hommes qui nous apprenaient le respect que nous devons avoir des gens qui nous écoutent et aussi le respect de cet instrument extrêmement puissant de diffusion et d'influence que représente un microphone. Ce qui me frappe, c'est que nous, la tenue était très importante à la radio. Je veux dire, la tenue en ondes. Alors, les rires, ça, c'était pas permis. Hein. C'était sacrilège, quelqu'un qui avait le malheur de rire surtout pendant un bulletin de nouvelles, alors que... Puis nous, c'était très cloisonné. Il n'était pas question, par exemple, que l'animateur de service interrompe le lecteur de nouvelles pour lui faire préciser telle ou telle chose dans l'actualité. C'était comme si l'autre était à l'autre extrémité du réseau, dans un studio à 50 000, et puis donnait ses nouvelles. Il n'y avait aucun contact entre les deux. Et puis c'est vrai, aussi au plan de la langue, c'était dans les mœurs. Hein, on était exigeants. JSO était parmi les stations les mieux cotées pour faire école, si vous voulez, pour enseigner comment on fait de la radio et surtout corriger un peu le langage de certains, parce que la culture générale est important, mais la façon d'exprimer ce qu'on sait, c'est aussi très important. Alors, on mettait beaucoup l'accent à l'époque à la recherche d'une voix, d'une présence via les ondes, mais on pensait aussi énormément à la façon de s'exprimer, diction, phonétique et tout le reste, ce qui ne se fait plus maintenant. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ça. Pas besoin de ça du tout. En autant que vous avez quelque chose à dire. Quand je voyais un candidat intéressant, puis qui sentais qu'il était à peu près à débuter à Montréal, il me le recommandait et généralement, je le prenais. Alors, c'est pour ça qu'il y a un si grand nombre d'annonceurs qui ont fait des brillantes carrières à Montréal, dans la radio, dans tous les postes. Il y a eu des gens qui ont été mis au monde radiophoniquement à CJSO. CJSO, qu'on le veuille ou non, c'était une institution locale qui était très prestigieuse dans le temps, puis l'est encore aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, le fait d'avoir la chance de mettre la main sur une institution comme ça, surtout lorsque tu es Sœur-Relois, moi je suis venu voir à Sorel, et puis CJSO, j'avais toujours vécu avec ça, puis jamais un jour j'aurais pensé que je deviendrais propriétaire de la station. Quand ça s'est produit, on était tous fiers d'avoir
On était tous des Sorellois qui avaient mis la main sur la station locale. Et puis c'était le prestige d'avoir un moyen de communication tel que CJSO dans la localité. Je veux dire, c'est un peu ce qui nous avait motivé à l'époque d'acheter ça, je veux dire. Parce que, évidemment, avec ce qu'on a connu, c'est-à-dire la fermeture éventuelle après plusieurs années, jamais qu'on aurait pensé ça, parce que dans le temps, CJSO existait depuis 30 ans, je pense. Puis, qui aurait pensé qu'un jour, CJSO aurait fermé? Et puis la journée qu'on l'a fermé, effectivement, c'était l'effet d'une bombe. Puis pas strictement local, c'était l'effet d'une bombe provinciale. Parce que moi, ici, à mon bureau, j'ai reçu des appels de partout. De Radio-Canada, de CKAC, de Télémétropole, de tout le monde qui avait su que la station avait fermé. Puis à ce moment-là, tu rencontrais les gens dans la rue, et les gens te demandent « CJSO est fermé, qu'est-ce qui est arrivé? » C'était un peu l'angle de la ville qui s'éteignait un peu. Hein? On a eu des hommes importants qui sont venus de l'extérieur, qui ont eu une influence favorable sur la station, mais c'est les gens d'ici qui vont bâtir CJSO et qui vont faire progresser CJSO, c'est clair. Nous autres, on essaie actuellement, puis je pense que ça va assez bien dans ce sens-là, on essaie de se rapprocher des gens. Montrer aux gens qu'on est une radio qui est une radio pour eux, une radio qui veut répondre à leurs besoins, une radio qui veut répondre à leurs aspirations. On va essayer de descendre de notre piédestal, là, puis se rapprocher des gens, pour être comme les gens. Mais je pense qu'actuellement, les gens réalisent pleinement l'importance de la radio. Mais il faut aussi que la radio prenne sa place. Moi, je pense que la radio, c'est un moyen de communication qui est extrêmement efficace, c'est un moyen qui est instantané. Mais il faut qu'on joue notre rôle, il faut qu'on se serve de ça pour atteindre les gens. Si on ne prend pas notre place, personne ne va nous donner notre place. C'est dans ce sens-là, je pense que la radio peut être un outil de communication extraordinaire si on sait s'en servir.